Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, un gouvernement réduit pour diriger la transition. Le président de la transition Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé ce mardi 23 ministres pour former le nouvel exécutif qui devra mener le pays au retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, nommé facilitateur dans la crise tchadienne. Il a été désigné ce mardi lors du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et ce, quelques jours après des manifestations qui ont fait une 50aine de morts au Tchad. Et nous recevrons en fin de journal Abdourahmane Sahro, expert en cybercriminalité, chargé du pilotage du Forum international Avenir Gouvernance Publique, organisé ces 27 et 28 octobre à Versailles en France. Au programme, la transformation numérique des collectivités locales. Mais tout d'abord, les pourparlers se sont poursuivis ce mercredi en Afrique du Sud entre le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré. Des pourparlers qui ont débuté la veille à Pretoria sous l'égide de l'Union africaine. Ce mercredi, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et l'ancien chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta étaient présents. Pour l'heure, rien n'a filtré de ces échanges qui doivent permettre de trouver une solution pacifique et durable au conflit dans le Tigré. Les rebelles de cette région de l'Éthiopie et l'armée fédérale s'affrontent depuis novembre 2020. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est exprimé ce mardi dans la soirée au cours d'une émission télévisée, une intervention dans laquelle il appelle la population à rester unie malgré les difficultés économiques qui perdurent. Le chef d'État égyptien s'est également engagé à faire de son mieux pour surmonter la conjoncture actuelle. À noter que cette allocution intervient après des appels d'opposants à manifester le 11 novembre prochain. L'Égypte est confrontée à une hausse des prix, notamment du carburant et des produits alimentaires. Le FMI a par ailleurs réduit ses prévisions de croissance pour 2023. 23 ministres, dont 3 militaires pour conduire la transition au Burkina Faso. C'est l'équipe gouvernementale réduite nommée ce mardi par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, un gouvernement dirigé par Apollinaire Joachim Kilem de Tembela, qui aura pour mission de diriger le pays jusqu'à la prochaine élection présidentielle et le retour à l'ordre constitutionnel prévu en juillet 2024. Corinne Hainaut. Au Burkina Faso, la rupture avec l'ère d'Amiba n'est pas totale. 5 ministres du gouvernement dissous le 30 septembre 2022 ont été reconduits à l'occasion de la désignation du nouveau gouvernement intervenu ce 25 octobre, notamment Bassolma Bazié, maintenu au ministère de la fonction publique et du travail, mais élevé au rang de ministre d'État. Olivier Ragna-Newende Rwamba, qui a conduit toutes les négociations avec la CEDEAO sur le chronogramme et le délai de la transition, conserve également son poste au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Ces ministres ont été reconduits dans le but et dans l'espoir de faire en sorte que les actions que ces ministres ont déjà entamées dans leur ministère, ces actions soient consolidées et renforcées, notamment dans la réforme de la fonction publique et dans la recherche de partenariats à l'extérieur. Ces partenariats qui doivent être d'ordre militaire, ces partenariats qui doivent être d'ordre économique. L'équipe désignée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kilem de Tembela concède 2 postes clés à des militaires. Le ministère de la Défense, occupé par le colonel-major Kassoum Koulibaly, et celui de l'administration territoriale et de la sécurité, qui revient au colonel Boukaré Zungrana. C'est un militaire spécialiste des eaux et forêts qui coiffe le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Face à la recrudescence du terrorisme, les questions sécuritaires occupent une place centrale dans les défis de ce nouveau gouvernement. Et les attentes des populations pour ce gouvernement sont de 2 ordres. La lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'inflation. Sur le plan de l'insécurité, il faut faire en sorte que le gouvernement puisse récupérer l'intégrité du territoire national ou tout au plus
90% du territoire national. Sur le plan de l'inflation, il faut faire en sorte que le prix du carburant soit baissé et que les prix des produits des denrées alimentaires aussi soient baissés. Les assises nationales avaient recommandé un gouvernement réduit au plus à 25 ministères pour réduire le train de vie de l'État. Défi relevé pour le Premier ministre qui a constitué une équipe de 23 ministres avec 5 postes attribués à des femmes, à l'instar de Aminata Zerbo Saban qui est à la tête du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale étaient réunis ce mardi en sommet extraordinaire, un sommet consacré au processus de transition politique au Tchad. Il s'agissait surtout de réagir rapidement après le bilan dramatique des manifestations du 20 octobre qui ont fait au moins 50 morts. Une situation qui a mené la CEAC à nommer un facilitateur dans la crise tchadienne en la personne du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Roberto Bogwe. Le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a abouti à la désignation du président Félix Tshisekedi comme médiateur de la CEAC en vue d'accompagner le processus politique au Tchad. Dans ce pays d'Afrique centrale, une 50aine de personnes ont perdu la vie le 20 octobre lors d'affrontements opposant la police à des manifestants opposés au prolongement de 2 ans de la durée de la transition. L'espoir d'un renouveau démocratique au Tchad sur fond de réconciliation nationale s'est effrité. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEAC. Les affrontements en N'Djamena ont éclaté après la prolongation pour 2 ans de la transition qui devait s'achever le 20 octobre. Fin septembre 2022, Mahamat Idriss Déby a été maintenu à la tête de l'État jusqu'aux prochaines élections auxquelles il pourrait se présenter. L'Union africaine a condamné la répression des manifestations, appelant les partis au respect des vies humaines et des biens et a utilisé des voies pacifiques pour surmonter la crise. Une solution que la CEAC privilégie. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Que les observateurs annonçaient de possibles sanctions de la CEAC contre le Tchad, l'organisation sous-régionale a privilégié la voie de la négociation et de la résolution pacifique de la crise au Tchad. La CEAC s'est résolue de défendre les intérêts tchadiens auprès de l'Union africaine et des Nations unies pour la conduite de la transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation des élections dans 18 mois. Et direction à présent Riyad en Arabie Saoudite où était organisée la 6e édition du Future Investment Initiative. L'événement surnommé le Davos du désert est l'occasion pour le continent de décliner ses opportunités d'investissement. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, est allé à la rencontre des investisseurs du Golfe. Reportage de Séverin Douqueux, commentaire Nathalie Mo. Le futur de la planète en discussion à Riyad dans le cadre du Future Investment Initiative 2022 ne se fera pas sans l'Afrique. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a présenté le potentiel du continent mardi 25 octobre 2022 face à la communauté mondiale des investisseurs présents à cet événement. Les secteurs aujourd'hui sur lesquels il faut investir et qui sont faciles, c'est d'abord le tourisme, l'hôtellerie. Le tourisme, l'hôtellerie, c'est également l'habitat, le logement. Il y a énormément de besoins de logement. Ce sont les infrastructures payantes. Je pense aux autoroutes payantes, autoroutes à péage. Nous avons fait des projets d'autoroutes à péage qui marchent très bien. C'est également tout ce qui concerne le secteur minier, qui est un secteur naturel en Afrique. C'est le secteur pétrolier et gazier, avec toute la diversification en aval, notamment toute la pétrochimie. Nous parlons de l'accès aux fertilisants, aux engrais.
Malgré son potentiel, le continent peine à s'affirmer sur la scène internationale ou encore à sortir de la pauvreté. Le président Macky Sall prône un développement inclusif et appelle à une collaboration et un partenariat juste qui permettrait aux Africains de profiter des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, de stimuler la croissance du continent dans son ensemble. J'ai l'habitude de dire que l'Afrique n'est pas pauvre du point de vue des ressources humaines déjà, du point de vue des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz ou presque toutes les minéralisations, le continent regorge de ressources. Mais vous savez, depuis très longtemps, les règles qui ont encore une fois été édictées sur la manière d'exploiter ces ressources font que c'est la portion congrue qui reste sur le continent. Puisque des lois ont été faites, des codes pétroliers, codes miniers, et c'est cela qui continue à gouverner l'exploitation de ces ressources. Le Future Investment Initiative ambitionne d'explorer les enjeux mondiaux et penser les challenges à relever pour impacter l'humanité à travers des solutions résilientes sur 5 domaines dont le développement durable, la santé, l'éducation, l'intelligence artificielle et la robotique. Dans l'actualité également, ces 27 et 28 octobre a lieu la première édition du Forum international Avenir Gouvernance publique. L'événement est organisé par Aliou Sall, administrateur général de l'Institut EMIA, l'Université africaine des sciences et technologies, en partenariat avec le Conseil général des Yvelines en France et la Chambre de commerce de Paris. Une première édition qui aura pour thème la digitalisation des territoires dans un contexte de régulation rénové. Pour en parler, nous recevons Abdourahmane Sarro, consultant en cybersécurité et chargé du pilotage du forum. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Abdourahmane Sarro, cet événement portera sur la transformation numérique des territoires. Il intervient à la suite d'une crise sanitaire qui a amené les collectivités locales notamment à repenser leur mode de fonctionnement, mais aussi leur communication avec leurs administrés. Diriez-vous que la crise du Covid a accéléré ce processus de transformation numérique ? Totalement, parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que le secteur public subit des transformations sans précédent. Les organisations qui autrefois travaillaient de façon indépendante doivent aujourd'hui collaborer pour améliorer les services des citoyens et aussi aux entreprises tout en intégrant les réformes budgétaires importantes dans un contexte numérique. Compte tenu aussi des difficultés que les gens ont pu vivre durant la Covid-19 et aussi les adaptations qu'on a pu avoir, on s'est rendu compte que la nécessité d'être digital est aujourd'hui sans équivoque et il faut se mettre à digitaliser pratiquement tous les processus traditionnels que l'on connaît, notamment dans les territoires et aussi dans les collectivités territoriales de façon générale. Alors, cette crise sanitaire, elle a touché tous les continents. D'ailleurs, là, les intervenants lors de ce forum sont africains, mais également français. On imagine qu'il y a là une logique de partage d'expériences de part et d'autre. Néanmoins, l'Afrique enregistre un retard en termes de transformation numérique par rapport à d'autres régions du monde. Quelles sont les difficultés et les obstacles qui sont identifiés dans ce contexte particulier du continent africain? Alors, s'il y a peut-être, effectivement, je vous rejoins sur le constat que vous venez de décrire sur le retard que connaît l'Afrique vis-à-vis de ces problématiques du digital, mais c'est certainement aussi dû au fait qu'il y a un certain manque de compétences, il y a aussi un certain manque d'appétence au sujet. Et peut-être qu'aussi le besoin aujourd'hui et aussi les dirigeants, les décideurs ne sont pas aujourd'hui aussi assez sensibilisés et éduqués aux objectifs et surtout aux avantages que peut apporter en fait cette digitalisation, d'où l'intérêt de venir le faire ici en France, où on a notamment la possibilité de côtoyer donc d'autres territoires qui eux aujourd'hui peuvent se revendiquer être des 4.0 parce qu'ils sont digitalisés et aussi qui peuvent aussi présenter tous ces avantages-là à ces territoires totalement de l'UEMOA pour pouvoir en fait derrière bénéficier de leur expérience. Alors, vous parlez de difficultés liées à la volonté politique, à la priorisation finalement de cette transformation numérique, mais on a aussi des problèmes peut-être de modernisation des infrastructures, d'accès à Internet, de formation. Oui, effectivement, on parle de digitalisation, mais quand on parle de digitalisation, il y a notamment effectivement une base des infrastructures à mettre en place. Si aujourd'hui les BABA ne sont pas là,
Si le fondement n'est pas là, c'est un peu compliqué de tout de suite se mettre en fait sur un sujet qui est un cran au-dessus. Mais le fait, encore une fois, de venir partager aussi, parce qu'effectivement, même si on est en France, c'est des membres de l'UEMOA qui viennent tous aussi partager leur expérience un peu partout qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. L'idée aussi, à travers ces inter-échanges, c'est de se donner des idées, de s'aider et aussi de pouvoir s'améliorer assez rapidement pour pouvoir peut-être notamment rattraper ce gap que connaissent aujourd'hui les Occidentaux. Alors, on va en venir plus précisément à l'événement, le déroulement. Sur la brochure de présentation de l'événement, on peut lire les termes de Big Data, intelligence artificielle ou encore blockchain. Des termes qui peuvent paraître obscurs pour beaucoup, pour le commun des mortels. Ce sont pourtant ces technologies qui vont être mises au service des collectivités. On est entré dans une nouvelle phase de cette transformation numérique aujourd'hui ? Oui, je parlais tout à l'heure du territoire 4.0 et donc des territoires hyper connectés. Et quand on parle d'hyperconnexion, on ne parle pas notamment de la transformation digitale dans sa globalité. Il faut qu'on entre dans le vif du sujet, dans des sujets assez spécifiques, notamment ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure, la blockchain, la transformation digitale liée par exemple aux intelligences artificielles, à l'e-santé. Parce que, notamment, quand on parle de territoire, on parle aussi du besoin qu'ont les mairies, les hôpitaux, et à travers aussi les technologies que peut offrir la transformation digitale, il y en a des panels sur lesquels, en fait, ces territoires peuvent piocher et répondre à ce besoin de transformation digitale. Alors, on le sait, et c'est d'ailleurs un des thèmes de cet événement, le numérique permet de réduire les inégalités entre administrés, et pourtant les disparités persistent entre ceux qui ont accès aux outils numériques et ceux qui savent les utiliser et les autres. Est-ce que le numérique est finalement si inclusif que ça ? En tout cas, un des objectifs de ce forum-là, c'est d'éveiller les consciences de ces dirigeants qui vont arriver et participer à ces échanges-là, de sorte que ça puisse être inclusif. Donc ce matin, effectivement, ça démarre demain et après-demain les ateliers, mais il y a eu ce matin une formation qui était dans ce sens-là, de rappeler les enjeux, et parmi ces enjeux-là, il y a vraiment le fait de vraiment inclure ces populations-là, parce que comme le disait un des participants, lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un et que c'est quelqu'un-là n'est pas en fait informé, finalement en fait on le fait contre lui. Donc cet objectif d'inclure en fait fait partie de ces enjeux-là pour que notamment qu'il n'y ait plus ces disparités-là et qu'en fait dans tous les territoires concernés, connectés ou pas encore connectés, puissent ressentir le besoin d'être dans un territoire digital. Alors, Abdourahmane Sahro, très rapidement, on ne peut pas parler de transformation numérique sans parler de cybersécurité. Les défis de sécurité sont inhérents au système informatique. Le continent est-il prêt à dématérialiser ces procédures en assurant une sécurité optimale aux usagers ? Oui, c'est encore un enjeu très fort, la cybersécurité. C'est fort avec des obligations aujourd'hui qui vont être attendues auprès de ces territoires-là vis-à-vis des administrés, mais également un enjeu vis-à-vis de tout le monde, en fait tous les piratages aujourd'hui que connaissent le monde. Ça veut dire qu'au-delà de mettre de la digitalisation, de la transformation numérique, ces enjeux de cybersécurité sont également rappelés à ces dirigeants de territoire et pour lesquels il ne faut pas du tout vraiment négliger. Parce que si je prends en fait l'exemple d'un chiffre assez bidon, on est à 18% du PIB africain qui va dans les cyberattaques. Donc l'idée, ce n'est pas non seulement de mettre en place des process digitaux, mais également d'assurer la sécurisation de ces services, la sécurisation de ces données à caractère personnel qui vont être traitées dans cette optique de transformation digitale, tout en étant conforme à la réglementation locale, voire ouest-africaine, et également aux lois et aussi aux autres règlements qui vont être définis. Donc on l'a bien compris, l'enjeu est très important. Abdourahmane Sahro, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que le Forum international Avenir Gouvernance Publique a lieu ces 27 et 28 octobre. C'est à Versailles en France. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa 24.